Bienvenue dans Fati Got You. On est là pour le premier épisode donc de J'assure vos arrières. Comme je vous disais, c'est une émission de culture, de faits de société et d'actualité. Pourquoi c'est important? On va beaucoup parler de sujets donc, qui sont extérieurs à la RDC parce que c'est important de savoir ce qui se passe à l'extérieur pour mieux faire chez soi. Donc voilà, et surtout de s'inspirer d'autres personnes aussi. On va parler de femmes aujourd'hui, on va parler de femmes en Afrique du Sud, on va parler de femmes en France, enfin en France et en Inde à peu près. Et on va parler aussi d'une série télévisée qui a fait beaucoup le buzz ces derniers mois. On va commencer donc avec la femme maire en Afrique du Sud. Donc Mfo Falase est une docteure de 44 ans qui vient d'être nommée maire il y a quelques temps, donc fin novembre, en Afrique du Sud. Il faut savoir que depuis 30 ans, c'est l'ANC donc, qui a le monopole de la mairie de Johannesburg. Il s'avère que là, c'est l'opposition. Et dans plusieurs villes d'ailleurs d'Afrique du Sud, ça a été l'opposition qui a remporté les mairies. Cette femme se retrouve là avec quand même une longue liste d'urgences, notamment l'eau, l'électricité et aussi le problème de criminalité. Mais on espère que son mandat lui fera du bien et qu'elle fera du bien à la ville surtout. Il fallait en parler parce que c'est un exemple et c'est très important. On va continuer donc avec une série, donc comme je vous disais, qui a fait le buzz récemment. Je pense qu'on a tous regardé Squid Game, qui est une série coréenne donc, qui met en avant des riches qui, on va dire, se font divertir en fait par des pauvres et des personnes endettées en les mettant en contact via des jeux pour enfants, des jeux innocents, notamment la chaise musicale, notamment 2-3 soleils, le jeu de la corde, voilà, tir à la corde. Donc c'est un peu ça. Et donc il y a un YouTuber qui s'appelle Jimmy Donaldson, de 23 ans, qui a décidé de réaliser, de faire une version réelle de Squid Game. Donc il a pris 456 personnes. Et il leur a promis 456 000 $ aux gagnants. Imaginez un peu le truc. Donc, il a majoritairement réalisé tous les jeux. Moi, c'est ça qui m'a tué. Je vous mettrai le lien de la vidéo YouTube. C'est juste incroyable. Il a vraiment réalisé tous les jeux. Notamment, il a commencé par 1, 2, 3 soleil. Ensuite, il a commencé par... il a fait le jeu du cookie au miel. Je pense qu'on l'a tous vu où il y avait la forme de l'étoile, la forme du parapluie, la plus difficile. Et il fallait aussi s'inspirer des indices de la série pour réussir certaines épreuves. Il faut savoir que beaucoup de candidats n'ont même pas regardé la série. Mais ça, c'est incroyable quand même. Et il a, par exemple, pour l'épreuve du cookie au miel, il a carrément mis à disposition le briquet. Donc, il a fait passer des gardes qui étaient là, bien en rouge, là, exactement comme dans Squid Game, avec le briquet pour pouvoir brûler le cookie et l'enlever, en fait, pour la forme parapluie surtout, parce qu'on sait que c'est la plus difficile. Maintenant, quel est l'objectif de recréer une version de Squid Game réelle? C'est surtout ça, en fait, qu'il faut savoir. L'objectif de ça, c'était de faire la promo d'un de ses jeux qu'il a sorti, qui s'appelle Brawl Stars. Et donc, c'était pour faire la promotion de son jeu, en fait. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs sites qui n'ont pas compris, qui se sont demandé, mais pourquoi il fait une version réelle, en fait? Parce que l'objectif principal, c'était de mettre en avant, d'entertain des personnes riches avec des personnes dans le besoin. Mais bon, il n'allait pas le rendre aussi glauque, on va dire. Et il faut savoir qu'il a dépensé, la réalisation du set a coûté près de 3 500 000 $. Maintenant, moi, j'ai une question. Si vous pouvez m'aider à y répondre. Comment s'est passé le recrutement? Parce que il les prend où, ces gens-là? Dans la série, on sait comment ça se passe. Mais là, lui, comment ça s'est passé, en fait? Moi, c'est ça qui me tue. Et puis, un truc aussi, c'est que... c'est que quand certaines personnes ne remportaient pas certaines épreuves, ils ne repartaient pas les mains vides. C'était ça quand même la chose positive. Il y en a qui repartaient avec 2 000 $, d'autres avec 5 000 $. Donc ça va, on va dire que certains s'en sortaient bien quand même. Donc voilà, et je vous mettrai le lien pour que vous regardiez et que vous me donniez votre retour. Hein. Ça peut être vraiment intéressant. Alors maintenant, on va parler d'une femme. Je prends mon temps parce qu'il reste quelques sujets et je suis allée un peu vite. Alors on va parler d'une femme qui s'appelle Lina Nair, donc qui est une femme indienne, qui a été pendant 30 ans DRH chez Unilever. Unilever, c'est de la grosse distribution, je pense qu'on connaît un peu tous. Et là, elle vient d'être nommée CEO de Chanel pour la rentrée de janvier 2022. Il faut savoir qu'elle a 52 ans et qu'elle va donc à cet âge occuper l'un des postes les plus convoités au monde, qu'elle n'a aucune expérience dans la mode et que ce n'est pas du tout une aficionado de la mode non plus. Donc c'est quand même intéressant. Il faut aussi savoir qu'elle est connue pour sa culture du résultat, mais aussi pour son engagement pour la diversité. Ce poste-là, pour elle, le poste d'Unilever, pour elle, c'était une première fois dans beaucoup de premières fois. C'est-à-dire c'est la première femme, c'est aussi la première femme asiatique et c'est aussi la plus jeune DRH de l'histoire d'Unilever.
Moi, je sais pas, mais moi, je trouve ça incroyable. Je sais pas pour vous. Maintenant, il faut savoir, comme elle va être nommée CEO chez Chanel, le directeur général, donc Alain Wertheimer, qui est copropriétaire de la maison Chanel avec son frère, va redevenir le président exécutif mondial. Donc, elle aura quand même beaucoup de choses à faire dans une maison qui est quand même renommée, qui, malgré le corona, a réussi quand même à s'en sortir. Les chiffres de Chanel n'ont pas énormément baissé pendant cette période-là, mais c'est intéressant de voir que c'est une femme étrangère qui n'est pas du tout intéressée par la mode qui a eu ce poste-là, et surtout qu'on laisse le choix aux femmes de réussir et d'avancer. Donc moi, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve que c'est un modèle. Et oui, j'ai oublié d'ajouter à son palmarès qu'il faut aussi savoir qu'elle a été directrice non exécutive de 2018 à 2020 au département des affaires, de l'énergie et de la stratégie industrielle du gouvernement britannique. Bref, elle a un gros palmarès et c'est quand même un modèle intéressant, en tout cas pour moi. J'espère que pour vous aussi. Alors maintenant, on va parler d'un saphir qui a été découvert dans la région, au Sri Lanka. D'abord, pour commencer, avant de vous parler de cet énorme saphir qui a été découvert il n'y a même pas 2 jours, il faut savoir que le Sri Lanka, c'est le pays qui est le plus gros exportateur de saphir au monde. Donc littéralement, on en découvre un peu tous les ans. Donc il faut savoir qu'il y a un monsieur qui a découvert sur son terrain privé un saphir bleu de 1,5 million de carats de 310 kilos. Je ne sais pas si vous voyez un peu la tonne, la forme du truc, c'est juste énorme. Et l'État Sri Lanka a décidé d'encaisser 10% de sa vente. Et l'homme qui l'a découvert a baptisé le saphir Queen of Asia et a décidé en fait de le vendre à un musée local afin qu'il ne sorte pas du Sri Lanka. Ce qui est, je pense, une très bonne idée. Il faut savoir garder un peu chez soi ce qu'on a parce que quand ça sort trop, après, les gens ont un peu du mal à nous respecter. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais comme je disais aussi en juillet dernier, il faut savoir que la plus grande grappe de saphir étoilé au monde a été retrouvée dans la même région. Donc voilà, et on espère que ce saphir sera entre de bonnes mains et qu'il va être bien traité. Le monsieur ne pourra le vendre que dans 1 an parce qu'il faut compter 1 an pour son nettoyage. Effectivement, un saphir de 310 kilos, c'est énorme. Donc voilà. Et aujourd'hui, on va faire court, mais on a quand même beaucoup d'informations. On va finir avec, je pense, ce que vous attendez le plus, le fait que la rumba congolaise a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO. Donc depuis le 14 décembre, c'est le cas. Il faut savoir que ce style musical méritait depuis fort longtemps sa reconnaissance. La rumba tient de ses origines du royaume Congo. Je vous en parlerai avec beaucoup plus de détails, mais de base, donc ça vient du royaume Congo. C'était un cri ou un chant utilisé par les hommes ou les femmes, que je me rappelle à cette époque, pour se faire la cour. Et ensuite, ça a été, avec la traite négrière, ça a été emmené en Amérique du Sud, puis ramené chez nous en Afrique centrale, où maintenant on a cette rumba avec ses notes cubaines, etc. Donc on sait très bien que des gens comme Pepe Kalle, comme Papa Wemba, etc. doivent être super contents de cette reconnaissance-là. Et ça, c'est pour l'Afrique centrale. Maintenant, pour l'Afrique de l'Ouest, parce que oui, à peu près le même jour, merci à mes origines sénégalaises, le tchéboudienne, qui est le plat sénégalais national, a été enregistré lui aussi au patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO. Alors qu'est-ce que le tchéboudienne pour ceux qui ne le savent pas? Le tchéboudienne, ça veut dire, c'est du riz avec du poisson, parce qu'il y a le tchébouillab qui veut dire riz à la viande. Et donc c'est un plat sénégalais qui vient de Saint-Louis. Saint-Louis qui elle aussi est une ancienne capitale de l'Afrique occidentale française et qui elle aussi a été placée à l'UNESCO et qui abrite une grosse communauté de prêcheurs. Donc le tchéboudienne est une création de Pendambaye qui aurait cuisiné ce plat pour un gouverneur à l'époque, on va dire dans les années 1900, 1920, etc. Donc voilà, et donc ce patrimoine-là, on a la chance que le tchéboudienne et la rumba soient tous les deux nommés au patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO. Voilà, et j'espère que cette chronique vous a plu. J'avoue qu'elle était assez courte, mais pleine d'informations et surtout pleine de petites pépites. Donc je vous laisse vous renseigner, je vous mettrai les liens qu'il faut pour chaque information, les vidéos YouTube, etc. Et on se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Je vous souhaite déjà une bonne année, parce que je pense qu'on se retrouvera l'année prochaine. Une bonne année pleine de lumière et profitez bien. Et surtout n'oubliez pas, Fatigue at you. Le savoir est une arme, n'oubliez jamais ça. Voilà.